Bonjour et bienvenue à cette table ronde organisée sur la vie de l'unité économique et sociale, souvent plus simplement désignée par l'acronyme UES. Mon nom est Gilles Jolivet, partner au sein du cabinet Baker & McKenzie et avocat spécialisé en droit social. Aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième volet d'une série de 3 vidéos. 3 vidéos réalisées par le Cercle de réflexion Planète Sociale et qui font suite à la parution d'un ouvrage rédigé sous la direction du professeur Bernard Tessier et publié aux éditions LexisNexis. Avec la fusion qui a pu être opérée par l'ordonnance dite Macron du 22 septembre 2017, fusion des anciennes instances représentatives du personnel qui étaient le comité d'entreprise, les délégués du personnel et le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, fusion en une seule et unique instance, à savoir le comité social et économique. De nombreuses questions ne manquent pas de se poser quant aux incidences de ces récentes évolutions législatives et réglementaires sur l'UES et plus particulièrement sur la vie et le fonctionnement de l'UES. L'UES peut être reconnue de 2 manières, soit par voie d'accord collectif, soit par voie de décision de justice. Selon les entreprises et selon les circonstances, la reconnaissance d'une UES peut être vécue soit comme une contrainte et une source de complexité additionnelle, soit au contraire comme une opportunité de simplification des instances de représentation du personnel au sein de l'entreprise et un moyen finalement d'appréhender de manière globale et cohérente une collectivité de travail qui est distribuée, répartie entre des entités juridiquement distinctes, mais collectivité de travail qui concourt finalement à des activités économiques qui vont être soit identiques, soit complémentaires, soit même voisines. Alors à mes côtés pour aborder cette table ronde sur la vie de l'UES, Pierre Lopez, avocat au sein du cabinet Fourmont-Briens et docteur en droit. À ma droite, Valentin Davio, avocat au sein du cabinet Auguste Debouzy et également docteur en droit. Et enfin, en face de moi, Steven Rioche, donc docteur en droit également et avocat au sein du cabinet Fidéré. Alors précisément, Steven, moi, la première question que j'aimerais bien vous poser en guise d'introduction, même si cela relève plutôt de la reconnaissance de l'UES, appartient à ce volet de la reconnaissance de l'UES, c'est finalement lorsque on reconnaît une UES par voie d'accord collectif, est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre et quelles sont ces précautions? Les précautions sont à prendre quand on conclut un accord au niveau d'une unité économique et sociale. Et ces précautions, elles sont directement liées aux caractéristiques de l'unité économique et sociale. L'unité économique et sociale, elle n'a pas la personnalité morale. Elle n'est pas l'employeur des salariés qui la composent. Et au-delà de ça, l'absence de personnalité morale l'empêche de valablement conclure un accord collectif. Concrètement, un accord collectif signé par l'unité économique et sociale, entre guillemets, c'est un accord dont la portée juridique doit être discutée, car si l'accord n'est pas signé par un sujet de droit, il ne produit pas justement de droits et d'obligations. Sur cette question de personnalité morale, il faut aussi préciser que les différentes entités juridiquement distinctes qui composent l'unité économique et sociale et qui chacune ont la personnalité morale ne disposent pas de droit du pouvoir de valablement engager les autres. Donc lorsque l'on conclut un accord au niveau de l'unité économique et sociale, pour la reconnaître, ou alors pour harmoniser le statut collectif des différentes entités et des salariés qui composent ces différentes entités de l'unité économique et sociale, il faut s'assurer que l'accord collectif du US soit signé par des personnes qui peuvent opérer cette signature. Et pour ce faire, il y a 2 options. La première, ce serait que l'ensemble des entités juridiques distinctes signent l'accord. Ça peut être complexe, il y a potentiellement beaucoup d'entités, au risque d'en oublier certaines. La deuxième option, c'est par exemple, dans l'accord constitutif de l'unité économique et sociale, de prévoir qu'une entité soit mandatée par les autres pour conclure l'accord collectif. Pour des raisons pratiques, la deuxième option doit être privilégiée. Dans la conclusion d'un accord d'unité économique et sociale, une deuxième précaution doit être prise,
elle a trait plutôt ici à l'anticipation des évolutions du périmètre de l'unité économique et sociale. Lorsqu'on la reconnaît, l'unité économique et sociale, elle a un périmètre donné. Plus tard, ce périmètre peut évoluer. Des entités peuvent le rejoindre, des entités peuvent le quitter, ce périmètre. Et il peut être intéressant, même si ce n'est pas obligatoire, de prévoir dès la conclusion de l'accord d'unité économique et sociale le sort des accords déjà conclus sur les entités qui quittent l'UES. Est-ce que ces accords sont mis en cause? Est-ce que ces accords sont caducs? Ça n'est pas la même chose. Et l'application de ces accords aux entités qui viendraient ensuite à rejoindre l'unité économique et sociale. S'adapter aux caractéristiques de l'unité économique et sociale et anticiper ces évolutions, car c'est un périmètre en mouvement. Merci Steven. Votre propos d'ailleurs permet de souligner précisément le fait que chaque entité demeure représentée par ses propres représentants légaux. Et ça me mène à une question pour vous, Valentin, qui est finalement qui va présider l'unité économique et sociale de l'UES. Alors le Code du travail est très clair sur ce point. La présidence du CSE revient à l'employeur. Si cette question ne soulève a priori aucune difficulté au sein d'une société ordinaire, elle en pose en revanche dans le cadre de l'UES qui, à défaut de personnalité morale, n'est pas finalement l'employeur des salariés qui la composent. Cette qualité est conservée par chacune des entités membres de l'UES. Donc, est-ce que ça veut dire pour autant que le CSE du US doit être présidé simultanément par l'ensemble des chefs d'entreprise des sociétés composant l'US? Eh bien, non. La Cour de cassation a répondu à cette question et a interdit toute présidence collégiale de l'instance. Donc, dans ces conditions, le CSE implanté dans l'US est uniquement présidé par l'un des chefs d'entreprise des sociétés de l'UES, que ce représentant soit mandaté par ses pairs, qu'il soit désigné directement dans un accord collectif, voire, plus rarement, au sein du règlement intérieur du CSE. Parfait. D'ailleurs, question qui ne se poserait d'ailleurs plus si effectivement, puisqu'on sait que l'un des critères de reconnaissance de l'UES, c'est la communauté de direction. Si on se retrouve avec une communauté de direction, c'est-à-dire le même représentant légal dans chacune des entités, finalement, cette question est vidée de tout contenu. Alors une autre question que moi j'avais pour vous, c'est sur cette instance ou cette institution qu'on appelle les représentants de proximité. Est-ce qu'on peut mettre en place des représentants de proximité dans le cadre d'une US? Alors la question se pose vraiment parce que le Code du travail, c'est l'article L23-13-7 pour être précis, est un article qui est inséré dans une sous-section du Code qui concerne uniquement la mise en place du CSE dans l'entreprise, sous-section qui est d'ailleurs distincte de celle consacrée à l'UES. Par ailleurs, ce même article fait référence uniquement à l'accord d'entreprise comme support de mise en place des représentants de proximité. Mais pour autant, il serait finalement injustifié de considérer qu'il est exclu de mettre en place des représentants de proximité dans l'UES. Rien ne le justifie. Et d'ailleurs, les partenaires sociaux l'ont bien compris parce que de nombreux accords collectifs du US mettent en place directement des représentants de proximité à ce niveau. Par contre, attention, puisque la mise en place de ces représentants de proximité est prévue par le Code du travail uniquement au sein d'un accord collectif majoritaire, en l'occurrence celui qui détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts, eh bien la mise en place de ces représentants devrait être uniquement permise pour les UES qui regroupent au moins 50 salariés et qui sont dotés en conséquence d'au moins un délégué syndical. D'accord. Alors, mais précisément dans la mesure où l'unité économique et sociale est composée d'entreprises juridiquement distinctes, une autre question qui me vient à l'esprit est celle de la liberté de circulation des représentants du personnel désignés au niveau de l'UES. Comment va s'exercer en réalité cette liberté de circulation, puisque nous sommes finalement, certes dans une unité économique et sociale, mais avec des entreprises juridiquement distinctes? Tout à fait. Alors, on le sait tous, les membres du CSE, mais aussi les délégués syndicaux, bénéficient d'une liberté de circulation, en principe, au sein de l'entité, de la société, au sein de laquelle ils sont élus ou désignés. Cette question de liberté de circulation, elle contient de nombreux enjeux pratiques au niveau de l'UES, puisque comme vous venez de le dire, l'UES regroupe des sociétés juridiquement distinctes. Alors, dans cette hypothèse, deux situations peuvent être distinguées. La première, c'est celle dans laquelle l'UES finalement serait finalement découpée en établissements distincts. Dans ce cas, les membres de chaque CSE d'établissement ont une liberté de circulation qui est restreinte à leur établissement.
Pour ceux des élus qui siègent également au CSE central, une liberté de circulation dans les autres entités n'est pas permise, puisqu'aucune disposition légale ne leur accorde cette possibilité, sauf évidemment disposition contraire d'un accord collectif ou du règlement intérieur du CSE central. En revanche, dans l'hypothèse où le CSE ou l'UES ne serait pas découpé en établissements distincts, donc constituerait un ensemble unique, dans ce cas, puisque les membres du CSE sont élus au niveau de l'UES de manière globale, si je puis dire, leur liberté de circulation a vocation à s'exercer dans toutes les entités de l'UES. Et finalement, l'accès aux locaux ne pourrait pas leur être refusé au seul motif qu'ils ne seraient pas contractuellement liés à l'entité au sein de laquelle ils souhaitent entrer. À défaut, d'ailleurs, l'employeur pourrait être désigné coupable de délit d'entrave. D'accord, merci. Alors là, j'ai une question justement pour Steven, parce que ce point-là nous ramène là aussi, ça souligne entre autres l'importance de l'accord, lorsqu'il y a accord bien évidemment, de mise en place de l'UES pour organiser toutes ces questions, pour régir toutes ces questions-là qui vont se poser au cours de la vie du l'UES. Une autre question que j'ai pour Steven, c'est finalement en ce qui concerne la négociation, est-ce que l'UES est un périmètre de négociation obligatoire ? Alors, quand on la reconnaît, c'est la raison d'être finalement de sa reconnaissance, l'unité économique et sociale a vocation à occuper la place dévolue à l'entreprise en matière de relations collectives de travail. C'est pour ça qu'on crée un CSE du US. En matière de négociation obligatoire, les choses sont moins simples. Alors, quand on parle de négociation obligatoire, ce sont les 3 grandes obligations de négociation sur les salaires, sur la QVT et sur la GEPP. Si on s'en tient aux dispositions légales, ces 3 blocs de négociation obligatoire, ce sont dans les entreprises dotées de délégués syndicaux. Dans les entreprises, la notion d'unité économique sociale n'est pas visée. Pourtant, les délégués syndicaux dont je viens de parler, lorsqu'une UES a été créée, ils sont a priori désignés au niveau de l'UES, puisque la mesure de représentativité est basée sur l'élection du CSE. Alors, quelle conclusion peut-on en tirer? Est-ce que ça veut dire que lorsqu'il existe une UES, il n'y a aucune obligation de négociation récurrente? Certains l'ont soutenu, ça me paraît une interprétation assez audacieuse. Est-ce qu'au contraire, cela veut dire que chaque entité juridiquement distincte demeurerait débitrice d'une obligation distincte de négocier de façon récurrente sur les salaires, sur la QVT, sur la GEPP. Ici, on a un impératif de cohérence qui doit nous conduire à organiser ces 3 grandes négociations récurrentes au niveau de l'unité économique et sociale pour harmoniser les statuts et puis pour tout éviter la contrainte qui serait de négocier séparément dans chaque entité. Merci. Alors, on le voit bien avec l'UES, nous sommes à un niveau qui finalement est au-dessus de l'entreprise et souvent en deçà du groupe, groupe dans lequel il peut y avoir des accords collectifs qui ont été conclus. Qu'en est-il de l'articulation entre accords d'UES et accords de groupe ? Alors, au stade de la mise en place de la reconnaissance, l'UES et le groupe sont des périmètres qui ne peuvent pas bien se marier. Une UES ne peut pas être reconnue dans le même périmètre que celui d'un groupe. Pour autant, cela n'empêche pas qu'une UES, comme vous le dites, appartienne à un groupe plus large. Et dans ce cas, va se poser la question de l'articulation entre les accords de groupe et les accords d'UES. Alors on sait qu'en matière d'articulation entre accords de groupe et accords d'entreprise, on essaie de plus en plus d'organiser les choses et de ne pas se retrouver avec une situation où on doit recourir au principe de faveur avec ses difficultés d'application et la source de contentieux qu'il peut représenter. Et pour organiser ces rapports entre le niveau supérieur, le groupe, et le niveau entre guillemets inférieur, l'entreprise, on pratique de plus en plus les clauses de verrouillage. L'accord de groupe dit aux éventuels négociateurs de l'entreprise, sur ces points, vous ne pourrez pas déroger aux dispositions que je fixe. Si l'on procédait de la même façon entre un accord de groupe et un accord d'UES, l'on aurait une difficulté, parce que la loi ne reconnaît pas l'accord d'UES, ce qui veut donc dire que cette clause de verrouillage aurait une portée juridique particulièrement fragile. Pourtant, elle a un réel intérêt pratique, et ici, cela souligne l'intérêt qu'il y aurait à faire évoluer le droit du travail sur le sujet pour préciser la place, plus largement le régime de l'accord d'UES par rapport aux accords de groupe et plus largement au sein du droit de la négociation collective.
Alors, puisque nous sommes dans le registre justement des articulations, une autre question, mais là cette fois-ci je me retourne à nouveau vers Valentin, une question que j'aimerais poser en matière d'articulation, c'est celle de l'articulation en ce qui concerne les consultations récurrentes du CSE entre CSE central et CSE d'établissement dans le cadre d'une US. Alors, de la même manière que dans une société ordinaire, et à défaut d'accord collectif sur le sujet, il y a une grande distinction à avoir en tête. C'est finalement que la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, mais aussi celles qui concernent la situation économique et financière, doivent uniquement être conduites au niveau du CSE central. Pour ce qui concerne en revanche la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, sur les conditions de travail ou encore sur l'emploi, il y a là un double emploi puisque ça peut être conduit à la fois au niveau central mais aussi au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements. Mais ce qu'on constate en pratique, c'est que la mise en œuvre de ces règles qui soulèvent assez peu de difficultés au niveau de l'entreprise en pose en revanche au stade de l'UES et révèle quelques incohérences. Je vais vous en citer deux. La première concerne les orientations stratégiques. À en croire le Code du travail, seul le CSE central serait compétent pour connaître des orientations stratégiques, alors même finalement qu'au sein d'une US, chaque société étant distincte, ayant une autonomie juridique, chaque société pourrait également avoir à en émettre. Pour autant, les CSE d'établissement ne sont pas consultés sur ce point. Autre difficulté concerne par exemple la consultation sur la situation économique et financière, puisque à en croire le Code du travail, seul le CSE central serait compétent pour connaître des comptes annuels. Or, on le sait, l'US n'a pas la personnalité morale, n'est pas en mesure d'établir des comptes annuels, seules les sociétés peuvent le faire, mais pour autant, là encore, les CSE d'établissement sont écartés de cette consultation. Donc, pour contourner ces difficultés, il est quand même recommandé à chaque UES de conclure un accord qui aménagerait les modalités de ces consultations et en particulier le niveau des consultations pour justement donc s'épargner une quelconque difficulté sur ce point. Merci Valentin. Question à nouveau pour vous, Steven, en ce qui concerne l'impact d'une disparition, d'une modification de l'US sur les accords qui ont pu être conclus dans ce cadre-là, dans ce périmètre-là. L'US, c'est un périmètre mouvant. Des entités peuvent en sortir, des entités peuvent la rejoindre. Des entités qui en sont membres peuvent fusionner, scissionner, et donc changer de structure juridique. Et puis plus largement, l'US, elle peut naître et elle peut aussi mourir. Toutes ces évolutions, elles ont un impact nécessairement sur le statut collectif qu'au cours de la vie de l'US, on a pu tenter de négocier. Il faut distinguer entre les différents types de modifications ou de situations. Quand l'unité économique sociale disparaît, on constate qu'il n'y a plus les critères de reconnaissance de l'US, les accords collectifs qui ont été conclus à ce niveau, l'on peut soutenir qu'ils deviennent caducs. Caducs parce qu'il manque l'élément essentiel à leur application, à savoir l'existence d'une unité économique et sociale. Et la notion de caducité, c'est ce qui permet de conclure à l'arrêt immédiat de l'application de cet accord, sans mécanisme de survie, sans mécanisme de négociation de substitution et sans éventuel maintien de ces dispositions. C'est ce qui le distingue de la mise en cause, qui entraîne en droit du travail des conséquences pratiques totalement différentes. Voilà pour la disparition. Quid de la modification de l'US? Alors distinguons entre les différentes entités affectées par cette modification. Quand il y a des entités qui restent dans l'US, eh bien, a priori, les accords qui ont été conclus, ils demeurent applicables en l'état, sauf une clause qui, pour une raison quelconque, prévoirait autre chose. Pour les entités qui sortent de l'US, sans que l'US dans son ensemble disparaisse, eh bien, on revient à la problématique précédente, le débat entre une caducité, fin immédiate, et une mise en cause, négociation de substitution et, le cas échéant, mécanisme légal de garantie de rémunération. Et puis enfin, j'ai traité que des US qui diminuaient, il y a aussi des US qui grossissent en cours de route et des entités qui vont rejoindre l'unité économique et sociale. Et juridiquement, on ne peut pas considérer que le simple fait de rejoindre une US vous lie par les accords qui ont été négociés préalablement en son sein. Et dans ce cas, il faut prévoir un mécanisme juridique que l'on connaît parfaitement, qui est l'adhésion. La nouvelle entité rejoignant l'US doit adhérer à ces accords pour sécuriser l'application de l'accord du US en son sein. Merci. On voit d'ailleurs à ce sujet, mais alors peut-être juste en quelques mots, qu'il y a
au travers de nos échanges qu'il y a une incertitude finalement sur ce qu'est l'accord du US. Est-ce que selon vous, Steven, une intervention législative pourrait être souhaitable pour déterminer plus précisément cette nature de l'accord du US? Qualifier l'accord du US via la référence à la loi ou via la simple réflexion, c'est indispensable, car de la qualification d'un acte dépend son régime et donc toutes les règles qu'on va lui appliquer. À l'heure actuelle, la loi prévoit 4 types d'accords infrabranches, dirais-je. L'établissement, l'entreprise, le groupe et l'interentreprise. Elle ne dit rien de l'accord du US et pourtant il ressort quand même de nos échanges que c'est un accord qui existe. Il ressort aussi de nos échanges que beaucoup d'entreprises fonctionnent en US. Il y a nécessairement de la négociation collective dans ces entreprises. Alors, oui, il faut faire quelque chose. Est-ce que ce quelque chose, ça doit conduire à créer un type d'accord sui generis, une qualification spéciale à l'accord d'unité économique et sociale? À titre personnel, je n'en suis pas convaincu, parce qu'en 2016, on a créé un nouveau type d'accord, qui est l'accord interentreprise. Alors, accord interentreprise dont on s'est interrogé ab initio sur sa portée pratique, mais finalement, quand on s'intéresse aux règles concrètes de conclusion de cet accord interentreprise, on se rend compte qu'il peut être le véhicule juridique, le vecteur idéal pour accueillir l'accord du US. Donc, si intervention législative il y avait, la plus pertinente serait de considérer que les accords interentreprises peuvent accueillir également les accords du US. Merci beaucoup, Steven. Alors là, on va peut-être conclure cette partie-là, parce que là, on s'est intéressé finalement à la vie de l'US, au fonctionnement de l'US dans des circonstances que je qualifierais de normales. D'autres questions peuvent se poser justement dans des circonstances un peu plus inhabituelles, un peu plus accidentelles, et notamment, je pense aux restructurations et aux licenciements collectifs pour motifs économiques. Donc Pierre, la question que j'ai envie de vous poser à ce sujet, c'est finalement, est-ce que l'employeur a des obligations particulières? Est-ce qu'il y a une incidence particulière sur les obligations de l'employeur du fait de la reconnaissance de l'US? Et je pense notamment en ce qui concerne la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Alors effectivement, concernant la mise en place du PSE, on va avoir 2 principales incidences qui ressortent de l'appartenance à une US. La première est peut-être la plus importante. Elle tient à l'appréciation des critères de mise en place du PSE. On les connaît, ces critères. L'existence d'au moins 10 salariés dont le licenciement est envisagé sur une période de 30 jours. En principe, ces critères, ils s'apprécient au niveau de l'entreprise, et ce, même si cette entreprise appartient à une US. Simplement, on a pu constater des pratiques qu'on peut qualifier de frauduleuses qui ont eu lieu dans certaines US, et ces pratiques, elles consistaient finalement, quand plusieurs entités étaient concernées par la réorganisation, à ventiler, à répartir ces licenciements entre les différentes entités, de façon à ce que pour chacune d'entre elles, le seuil de 10 salariés licenciés ne soit pas franchi. C'est la raison pour laquelle la jurisprudence a été contrainte d'intervenir et a posé un garde-fou. Et donc, la règle qui a été posée par la Cour de cassation, c'est que lorsque il est identifié que la décision de licencier a été prise au niveau de l'US, eh bien, c'est à ce niveau que vont s'apprécier les critères de mise en place du PSE et non pas au niveau de l'entreprise. Alors, c'est un critère dont on comprend bien la logique, mais qui pose de vraies difficultés pratiques, puisque, comme ça a été dit, il n'y a pas de personnalité juridique, il n'y a pas d'organe de direction légale au niveau de l'US, et donc cette identification de l'existence d'une décision prise par l'US, elle peut être particulièrement difficile à réaliser. Une deuxième peut-être incidence qu'il convient de souligner, elle tient à la validité du PSE. Puisque dans l'hypothèse où le PSE a été mis en place par voie unilatérale, le Code du travail nous dit très clairement que la validité de son contenu doit être appréciée au regard des moyens dont dispose l'UES. Donc c'est bien la seule hypothèse dans laquelle on est dans une voie unilatérale, puisque par voie conventionnelle, on est sur un contrôle allégé de l'administration. Mais toujours est-il qu'on retrouve cette même idée derrière cette règle, que c'est finalement au niveau de l'UES qu'a été prise cette décision de licencier, et que donc il y a une certaine logique à ce que les autres entités qui composent cette UES soient mises à contribution pour participer au financement de ce PSE. Alors, qu'en est-il, Pierre? Merci beaucoup, car c'est très clair. Et notre question, on parlait de critères, sur les critères d'ordre précisément. Quel impact, finalement, l'UES peut-elle avoir sur la détermination des critères d'ordre? Alors, le principe, il est clair, c'est que les critères d'ordre s'appliquent au niveau de l'entreprise au sein duquel les licenciements sont prononcés. Mais c'est vrai que la question peut se poser d'organiser
au sein du plan de sauvegarde de l'emploi, un élargissement du périmètre d'application de ces critères d'ordre au niveau de l'UES, et ce notamment dans l'hypothèse où la réorganisation concerne plusieurs entités de cette UES. Alors le droit positif est un petit peu incertain sur ce point, puisque sous l'empire de la législation antérieure à la loi de sécurisation de l'emploi de 2013, la Cour de cassation admettait sans difficulté cette possibilité. Depuis que le contentieux a basculé dans le giron du juge administratif, le Conseil d'État a jugé dans un arrêt de 2016 que ce n'était pas possible de retenir le périmètre de l'US pour l'application des critères d'ordre, mais on était dans un contentieux qui portait sur un PSE mis en place par voie unilatérale. Donc le débat reste encore ouvert sur la question des PSE mis en place par voie conventionnelle. Mais bon, en toute hypothèse, ce débat a quand même perdu une grande partie de son actualité, puisqu'on voit la tendance de fond de l'évolution du droit positif, c'est quand même d'opérer plutôt une restriction des périmètres d'application des critères d'ordre. Et on le voit, c'est plutôt des périmètres infra-entreprises qui sont retenus, et notamment par voie unilatérale. Tout à fait. Merci. Et dernière question que j'ai envie de vous poser pour clore ce chapitre, c'est finalement la question de l'obligation de reclassement. Comment s'effectue finalement, comment peut-on respecter correctement cette obligation de reclassement dans le cadre d'une UES? Est-ce qu'il y a des exigences, des contraintes particulières? Alors, l'article 1233-4 du Code du travail qui fixe le périmètre de l'obligation de reclassement ne vise absolument pas l'UES et se contente de faire référence au groupe de reclassement. Alors, si on regarde un petit peu les critères de ce groupe de reclassement, sont concernés les entreprises situées sur le territoire national, dont l'organisation, dont le lieu d'exploitation, dont les activités permettent d'assurer une permutabilité des personnels de ces différentes entreprises. Et avec également un deuxième critère qui est un critère capitalistique, avec un renvoi aux dispositions du Code du commerce. Mais on se rend compte en examinant ces critères qu'il peut y avoir une certaine proximité avec les critères d'identification de l'US, et notamment le critère de la permutabilité du personnel. On peut faire des ponts avec le critère qui tient à la similitude, à la complémentarité des activités des entités de l'US. Et puis, c'est vrai que le critère capitalistique qui est propre à la définition du groupe, ce n'est pas un critère exigé pour la reconnaissance d'une UES, mais le fait est qu'en pratique, dans l'immense majorité des cas, les entités d'une UES ont bel et bien des liens capitalistiques entre elles, de sorte que dans une grande partie des hypothèses, on peut avoir des recoupements entre le périmètre de l'UES et le périmètre du groupe de reclassement. C'est parfaitement clair. Eh bien, écoutez, je pense que cette dernière intervention de Pierre sur le volet licenciement dans le cadre d'une UES nous permet de clôturer ce second volet relatif à la vie de l'UES. Donc, je tenais à vous remercier, Pierre, pour votre intervention, Steven également, ainsi que Valentin. Merci à tous et très bonne journée. Merci. Merci. Merci.